Hello! La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. Historien, géographe, chercheurs, auteurs en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à écouter, à regarder et à lire. Bonjour, Fabienne et Ghislaine d'Oliron la Caraïbe reçoivent aujourd'hui Benoît Bérard, professeur des universités en archéologie précolombienne à l'Université des Antilles. Bonjour Monsieur Bérard. Bonjour. Pouvez-vous, pour commencer, nous présenter votre parcours et vos différentes fonctions en tant que professeur des universités et archéologue? Alors, mon parcours est assez simple. J'ai commencé à travailler sur l'archéologie des Antilles, en fait, il y a un peu plus de 25 ans, à l'époque de façon ponctuelle, dans le cadre de mon service militaire à l'époque, au service régional de l'archéologie de la DAC. Et la thématique m'a passionné. Donc ensuite, j'ai fait toute ma carrière à l'Université des Antilles. J'ai achevé mon doctorat en tant que, à l'époque, on disait moniteur, c'est-à-dire que j'ai commencé à enseigner là. Et puis j'ai été le premier maître de conférence en archéologie recruté à l'Université des Antilles. Et aujourd'hui, je suis le premier professeur d'archéologie à l'Université des Antilles. Donc mes fonctions, elles sont doubles, à la fois enseigner la discipline archéologique de façon générale, pas uniquement sur les Antilles, et puis travailler sur ce qui est le cœur de ma spécialité, de mon espace de recherche, à savoir l'espace antillais. Et dans ce domaine-là, mon activité, elle s'articule à nouveau entre deux pôles, une activité d'enseignement et puis une activité de recherche. À l'université, nous sommes enseignants-chercheurs, c'est notre statut. Et donc, cette activité de recherche, elle se matérialise par, entre autres, des fouilles archéologiques réalisées dans la Caraïbe. J'ai réalisé des fouilles au fil des années, sur peut-être une vingtaine de sites précolombiens, en différentes îles des Petites Antilles et des Grandes Antilles. Et j'ai dirigé différents programmes de recherche autour de cette activité archéologique de terrain, et aussi d'activités d'archéologie qu'on appelle expérimentales, entre autres autour des questions de navigation amérindienne. Donc voilà un peu quels sont les différents pôles de mon activité. Et bien entendu, une grande partie de cette activité, c'est ensuite de raconter tout ça, c'est-à-dire d'écrire des ouvrages, de faire des publications scientifiques, des communications dans des colloques. C'est effectivement un élément important. Pourquoi en êtes-vous venu à centrer vos recherches sur l'archéologie précolombienne des Antilles? Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé mes études. À l'époque, on parlait de maîtrise et de DEA avant qu'on passe au master. J'ai commencé mes études et j'ai commencé pendant de longues années à faire des fouilles archéologiques sur la préhistoire européenne. Je travaillais plus ou moins sur les dernières populations de chasseurs-cueilleurs qui ont vécu en Europe il y a un peu plus de 10 000 ans, hein, des chasseurs de rennes. Et par le hasard des choses, je suis venu donc pendant 1 an et demi travailler au service régional de l'archéologie de Martinique, à l'époque dirigé par Jean-Pierre Giraud, dans le cadre de mon service militaire. Et j'y ai découvert véritablement l'archéologie antillaise, et ça a remis en question, on va dire, mes convictions et mes choix premiers. Et donc finalement, j'ai décidé de me tourner vers l'archéologie antillaise pour différentes raisons. D'abord, parce que on était dans un stade, et on est encore, hein, mais même si les choses ont quand même pas mal évolué en près de 3 décennies, où l'archéologie était beaucoup moins développée que dans d'autres espaces, et en particulier qu'en Europe occidentale. Et que sans doute j'avais un goût, une préférence plutôt pour le gros œuvre que pour les finitions, et que ce travail de construction, de développement d'une discipline qui était encore finalement naissante, m'a attiré plus que ce que je faisais précédemment. Hein. Le principe, le jeu intellectuel est le même, hein, il est satisfaisant des deux côtés de l'Atlantique, mais là on avait l'impression de participer à la construction de quelque chose. Et sans doute ça m'a participé à m'attirer. Le deuxième élément était que je ne travaille pas pour les morts.
Je trouve que le travail des archéologues, c'est pas de travailler ou de rendre hommage aux gens qui sont disparus il y a des siècles, c'est bien de travailler pour les vivants. Et qu'à un moment, il me semblait que c'était peut-être plus riche en termes d'impact social, d'interaction sociale, de travailler sur les Amérindiens dans les Antilles, que d'être un archéologue de plus travaillant sur les gens qui avaient vécu il y a 10 000 ans dans le bassin parisien. Et que en termes d'implication et d'impact sur la société, peut-être que mon travail pouvait être plus riche si je le faisais ici que si je le faisais ailleurs. Donc c'est ces deux facteurs, je pense, qui ont, au-delà d'autres facteurs personnels et familiaux, qui ont fait que le choix s'est tourné vers les Antilles et plus particulièrement vers les Petites Antilles. L'histoire du peuplement des Antilles par les Amérindiens a connu un fort renouvellement depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on reconnaît deux périodes distinctes de peuplement des Antilles. Une première période de peuplement par des populations pré-céramistes, il y a plusieurs millénaires. Une seconde période de peuplement, beaucoup plus récente, par des populations dites céramistes. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous préciser où en est la recherche scientifique concernant la connaissance des populations dites pré-céramistes, c'est-à-dire des populations qui ne maîtrisaient pas la technique de la céramique? Quand et comment ont-elles peuplé les Antilles? Alors, effectivement, aujourd'hui, des faisceaux de preuves convergents nous parlent de deux phases de colonisation précoloniale de l'archipel antillais. Et la première est liée donc à l'arrivée de ces populations qui ne maîtrisaient pas la céramique, qu'on regroupe souvent sous l'appellation archaïque, en fait. Alors, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste un terme que nous avons dans l'archéologie de tout le continent américain, pour désigner des populations justement qui n'ont pas encore acquis tous les facteurs de ce qu'on appelle le néolithique en Europe, qu'on appelle plutôt les sociétés formatives en Amérique, c'est-à-dire la sédentarité, l'agriculture, l'élevage et la céramique. Alors ces groupes, ces premiers groupes d'occupation qui occupent l'archipel antillais, ils vont arriver de façon très très précoce à Trinidad, et sans doute même il y a quasiment 10 000 ans. Mais Trinidad est une île continentale, et il y a 10 000 ans, Trinidad n'est même pas une île. Elle est rattachée au continent, le niveau de des mers et des océans était plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Et donc on a effectivement une présence humaine très très précoce sur l'île de Trinidad, de ce qui est aujourd'hui l'île de Trinidad, mais elle est sans doute plutôt liée à la présence d'êtres humains de façon ancienne sur les côtes du Venezuela, sur toutes les basses terres autour de Trinidad, plutôt que véritablement à un processus de colonisation de l'archipel antillais. Les premières vraies occupations, on va dire, antillaises, au sens insulaire du terme, on les retrouve dans les Grandes Antilles, à Cuba et à Hispaniola, plutôt la partie haïtienne, pour les dates les plus anciennes que nous avons aujourd'hui, avec des dates qui remontent au 5e millénaire avant notre ère. Donc des gens qui vont arriver et qui, dans un premier temps, sont nous placés dans ce qu'on appelle l'âge lithique, c'est-à-dire des populations qui, a priori, ne sont que dans la pratique du débitage de la pierre. Il n'y a pas encore de pierre polie, il n'y a pas encore d'outils en coquillage, et des populations qui sont des populations avec une économie qu'on dit de prédation, c'est-à-dire qu'elles vont se servir dans la nature. C'est des populations de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, collecteurs. Alors, il y a beaucoup de débats sur leur origine continentale. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive dans ce domaine-là. À la fois l'archéologie et les nouvelles études qu'on développe depuis quelques années sur les aspects de paléogénétique nous ont pas permis de trancher. On va dire que l'hypothèse dominante aujourd'hui, c'est une origine en Amérique centrale, dans la zone du Mexique, peut-être péninsule du Yucatan, De la péninsule du Yucatan à l'ouest de Cuba, la navigation est possible. C'est à peine à peine, c'est déjà ça, mais c'est seulement 200 kilomètres qui séparent ces deux terres. Donc aujourd'hui, c'est notre hypothèse dominante. Vers 3500 avant Jésus-Christ, ces populations, de façon autonome, vont évoluer. Il n'y a pas de traces de nouveaux mouvements de migration et vont rentrer justement dans l'âge archaïque, dont je vous parlais tout à l'heure, et on va voir apparaître de la pierre polie, des outils en coquillage, et assez vite, vers le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ,
on les voit ramener depuis le continent un certain nombre de plantes domestiquées, alors pas domestiquées par eux, et qu'ils vont introduire dans les îles dans une pratique qu'on peut qualifier de proto-agriculture ou proto-horticulture. On n'est pas véritablement dans des populations agricoles, hein, ils sont pas sédentaires, on est toujours dans des populations nomades. L'essentiel de leur économie semble basé à nouveau toujours sur la prédation, mais il y a cet apport de plantes depuis le continent, hein, et qu'ils vont introduire dans les îles et commencer à gérer. L'agriculture à proprement parler, c'est quand les hommes contrôlent totalement la reproduction des plantes, choisissent les semences, les replantent, les entretiennent. On est dans quelque chose d'un peu plus souple, sans doute, à cette époque-là. Alors, ces sociétés vont s'étendre sur toutes les grandes Antilles et sur une large partie, peut-être les 2/3 nord des petites Antilles. On a moins de données sur l'extrême sud des petites Antilles. Alors, dans les grandes Antilles, c'est des gens qui vont avoir des circuits nomadiques à l'intérieur des îles même, hein, qui vont aller à un moment dans les cordillères centrales d'Hispaniola ou de Cuba, faire de la chasse, exploiter les ressources de l'intérieur des terres, à d'autres moments aller sur les côtes pour exploiter des poissons, des coquillages, aller dans des zones où il y a du silex pour récupérer le silex et l'exploiter. Et on va avoir un phénomène un peu différent dans les petites Antilles, et c'est un des gros apports des travaux qui ont été menés par mes collègues au cours des 2 dernières décennies, on va dire, c'est des sociétés de nomades maritimes. C'est-à-dire, c'est un peu le même principe, sauf qu'ils n'ont pas de terre à proprement parler, hein, ils n'ont pas d'île. Ils vont circuler d'île en île dans un espace du nord des petites Antilles et des îles Vierges, allant chercher du silex à Antigua à une saison, venant sur la plage de baie orientale à Saint-Martin pendant une autre saison pour récupérer du lambi, faire des stocks de lambi, à la fois sans doute alimentaires et aussi de lames de hache et de herminettes en lambi, aller à la saison où les oiseaux migrateurs viennent nicher à l'île de Saba pour les dénicher, manger les œufs et manger les oiseaux, et circuler ainsi dans les îles, hein, sur ce système de nomadisme maritime. Donc, c'est tous ces apports, hein, qui nous ont permis de bien mieux connaître ces populations au cours des dernières décennies. Et il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été menées, entre autres par ma collègue Dominique Bonissant sur l'île de Saint-Martin. Mais aussi, il y a des nouveaux sites qui ont été fouillés dans l'archipel de Guadeloupe. On a la plus ancienne sépulture, la seule sépulture archaïque des Petites Antilles, qui a été trouvée dans une grotte à Marie-Galante. Donc, on avance. On a beaucoup avancé sur la connaissance de ces populations au cours de cette dernière période. Cette sépulture dont vous parlez remonte à combien de temps? Elle remonterait au 3e millénaire avant notre ère. Effectivement, ce sont vraiment des informations très intéressantes et qui nous permettent de mieux appréhender l'histoire la plus ancienne du peuplement des Antilles. Et concernant le peuplement plus récent de nos îles, qui sont ces populations, d'où viennent-elles, quand ont-elles peuplé les Antilles et puis de quelle manière? Alors, effectivement, il y a un deuxième mouvement de migration, hein, qui est à l'origine, qui est lié au peuplement amérindien des îles, et qui, lui, est bien connu depuis longtemps, à la fois dans sa route, plus ou moins dans sa chronologie, hein, et qui est lié à l'arrivée donc de nouvelles populations qui, elles, vont venir du sud, qui vont venir du bassin de l'Orénoque, hein. En fait, l'espace antillais, l'espace amérindien antillais, il concerne les Antilles, mais il concerne aussi une partie des terres continentales. Et les terres continentales qui sont culturellement, anthropologiquement liées aux sociétés amérindiennes des Antilles sont celles qui ont été marquées justement par ces groupes de la deuxième migration. Ça va en gros sur les côtes de l'île de Margarita à l'ouest, au plateau des Guyanes à l'est, jusqu'à la frontière de la Guyane française, et c'est tout le bassin de l'Orénoque, hein, du fleuve Orénoque, qui est un de ces fleuves majeurs du nord de l'Amérique du Sud. Et donc c'est de cet espace-là c'est dans cet espace-là qu'on va observer le développement d'un nouveau mode de vie et de nouvelles sociétés qui sont des sociétés là de type formatif, c'est-à-dire des gens qui vont être sédentaires, qui vont faire de l'agriculture, qui vont donc domestiquer un nombre extrêmement significatif de plantes, qui vont faire de la céramique et qui vont développer de façon beaucoup moins intensive l'élevage, hein, avec principalement une seule espèce domestique qui est le chien. Et ces groupes que les archéologues appellent saladoïdes, du site de Saladero, hein, ces hommes de Saladero vont, au cours des derniers siècles avant notre ère, quitter
les côtes de l'Amérique du Sud pour partir s'installer dans l'espace antillais. Alors, c'est véritablement un processus pionnier, organisé. C'est pas des gens qui partent au petit bonheur la chance et qui comptent sur leur faculté d'adaptation et ce qu'ils trouveront dans les îles pour survivre. C'est des gens, il faut imaginer ces pirogues comme des espèces de villages en mouvement, de villages mobiles qui emportent à la fois des gens, un système de pensée, un système économique, un système culturel, des plantes, des animaux qui vont introduire dans les Antilles. Alors, ce second groupe, il est bien caractérisé. Cette histoire-là, on la connaît depuis les années 60 et on a continué depuis 40, 70 ans à travailler avec beaucoup d'intérêt sur cet épisode-là, qui est quand même une aventure humaine un peu unique liée justement à ce mouvement de colonisation d'un archipel océanique. Et à la fois, on travaille sur leur chronologie, surtout sur la compréhension de la structure de ces sociétés qui vont venir s'installer dans les Antilles et qui reposent donc essentiellement sur un certain nombre de principes. D'abord, le fait qu'elles arrivent avec un système économique prédéterminé, qui est marqué par l'introduction significative de plantes depuis le continent et associé à un système agricole spécifique, qui est celui de l'agriculture itinérante sur brûlis. Un autre élément qui est une idée très précise des lieux qui sont favorables à des installations, à des premiers villages. Ils vont pas forcément s'installer partout. Ils vont être assez sélectifs en fonction du système qu'ils maîtrisent le mieux et qu'ils vont appliquer dans les îles. Donc c'est le premier élément, c'est le système économique. Le deuxième élément, c'est une identité culturelle très forte qu'ils vont marteler presque dans leur culture matérielle. La céramique de cette période, on parle là de période céramique ancienne, on est rentré dans l'âge céramique. Cette période céramique ancienne, la production est incroyablement décorée, extrêmement riche, remplie de symboles qui nous parlent de la pensée religieuse et symbolique de ces populations, qui marquent leur identité ethnique, à un point que c'en est, je dirais, quasiment anormal. Même les platines à manioc ou les marmites, l'équivalent de nos casseroles, portent des décorations compliquées souvent. Et le troisième élément, c'est la mise en place sur un vaste espace, qui est un espace, je dirais, presque pan-caribéen, qui va de toute une partie des terres du nord de l'Amérique du Sud et tout l'archipel antillais, de réseaux d'échange à longue distance. Et on va voir circuler dans ces réseaux d'échange à la fois des matières semi-précieuses qui leur servent à faire leurs éléments de parure, leurs pendentifs, leurs perles. On va voir circuler des individus. On va voir circuler des animaux. On a aujourd'hui le moyen de voir où les gens ont grandi et par rapport à là où ils sont décédés. Et c'est valable pour les êtres humains comme pour les animaux. Donc on voit des circulations de chiens domestiques, par exemple, de chiens de mer nourris largement aux poissons qui vont circuler entre les îles et qui vont finir par mourir dans des îles où ils n'ont pas grandi. C'est la même chose avec les êtres humains. On voit des circulations de population et on voit des circulations d'idées. C'est-à-dire on a une culture qui est quand même globalement extrêmement homogène d'un espace qui va finalement de Puerto Rico aux côtes du Venezuela, où cette homogénéité de la production culturelle témoigne aussi que cet espace d'échange, c'est aussi un espace d'idées, de concepts. Les gens partagent la même vision et la même façon de faire les choses. C'est ces cultures-là, qui vont se développer dans les Antilles dans les derniers siècles avant notre ère, dans cet espace, dans un premier temps dans l'espace qui va du Venezuela à Porto Rico, qui vont constituer le soubassement de tout ce que va être la suite de l'occupation amérindienne des Antilles. Alors, il y a des questions pour lesquelles on n'a pas encore bien de réponse. Les motivations du projet pionnier lui-même, elles sont difficiles à atteindre, même s'il y a des hypothèses. De la même façon, les modalités de l'interaction avec les gens qui sont là depuis déjà plusieurs millénaires, nos populations archaïques dont on a parlé précédemment, aujourd'hui font toujours débat. Il y a des résultats qui sont divergents, par exemple entre les études génétiques qui parlent d'un très faible métissage entre ces deux groupes, et de l'autre côté des données archéologiques qui semblent parler là d'un métissage culturel plus marqué, ou du moins de contact culturel plus marqué entre les deux groupes. Donc c'est pour ça qu'on continue à travailler très largement aussi sur cette période-là. On parle souvent de la légende noire
des Caraïbes qui auraient exterminé les Arawaks. Et cette légende noire semble née d'une mauvaise interprétation du peuplement des Antilles par les Européens à la fin du XVe siècle. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, nous donner du sens à cette légende noire? Alors, plutôt que légende noire, je vais préférer le terme mythe colonial, si vous voulez bien. Mais ça peut marcher aussi, légende noire, et ça fait référence souvent à ce qu'on appelle la légende noire espagnole sur la colonisation espagnole des Amériques. Mais on a, dès les premiers contacts, la mise en place progressive par les Européens de l'écriture d'un mythe colonial sur les Amérindiens des Antilles. Alors, il trouve sa source dès le premier voyage de Christophe Colomb, qui n'est jamais venu dans les Petites Antilles, et qui nous dit avoir échangé avec les Amérindiens des Grandes Antilles. Alors, en quelle langue? La question se pose encore, qui lui aurait expliqué qu'il y avait plus loin des gens terribles avec des têtes de chiens, qui étaient très belliqueux et qui les mangeaient. Et dans la même phrase, Christophe Colomb nous dit aussi que dans ce plus loin, il y a aussi des hommes avec qu'un seul œil au milieu du front. Et que par contre, ces hommes à tête de chien, dont les Amérindiens des Grandes Antilles auraient eu tant peur, s'appelaient cannibales. Donc c'est le premier moment d'entrée de construction de ce mythe sur une figure monstrueuse des Amérindiens des Petites Antilles. C'est un mythe qui est très compliqué à déconstruire parce qu'il va se mettre en place sur plusieurs siècles de contact par un mélange d'incompréhension des sociétés amérindiennes par les Européens, d'utilisation cynique de réelles différences anthropologiques entre les Amérindiens des Grandes et des Petites Antilles au profit du projet colonial, de réalités géopolitiques, économiques fluctuantes du processus de colonisation européenne des Antilles et donc de l'impact de l'évolution de ces réalités sur les sociétés amérindiennes et leur vision. Donc voilà, on est dans quelque chose qui va se construire petit à petit et qui aboutit finalement à un récit un peu simpliste, où il y aurait eu à l'origine du monde, dans un temps passé, des populations amérindiennes pacifistes, à la civilisation élevée, qui bienveillantes et accueillantes vis-à-vis de leurs invités surprises venus de l'autre côté des océans, qui auraient été éliminés par de nouveaux arrivants, des occupants illégitimes, finalement, à ces terres antillaises, venant du plateau des Guyanes, de féroces guerriers qui auraient exterminé tous les hommes des Antilles en les dévorant et qui auraient contraint par leurs femmes, par la force, leurs femmes à devenir leurs épouses. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est dans ce récit colonial qui se construit petit à petit et qui va trouver un dernier aboutissement dans les immédiates années d'après-guerre, quand les archéologues, faute d'avoir la capacité à ce moment-là, parce que la discipline n'est pas assez développée, de construire une narration qui leur est propre, à partir des données archéologiques, vont s'emparer de ce mythe colonial pour le coller sur les réalités archéologiques. Et donc, les périodes les plus anciennes où effectivement, la pratique de la céramique, mais ce n'est que la pratique de la céramique, ce n'est qu'un tout petit bout de la culture de ces gens, est très soignée, très décorée, on en parlait tout à l'heure, va être attribuée à ces dits Arawaks, soi-disant pacifiques, et à la civilisation élevée. Et les céramiques les moins délicates, plus tardives, vont être attribuées à la supposée invasion des Caraïbes. Aujourd'hui, tout cela a été totalement rebattu, remis en question, et surtout ce qu'il est très important de comprendre, c'est que il ne faut pas confondre la situation pré-contact et la situation durant la période de contact. Les données que nous avons par les textes, elles ont une force, qui est la force du texte. Et elles ont une facilité d'approche pour n'importe qui. Des sources européennes du XVIIe siècle, beaucoup ont été publiées. Elles sont faciles à lire et on a l'impression qu'on les comprend. Sauf que lire des sources historiques, c'est pas faire acte d'histoire. C'est faire acte de lecture. Faire acte d'histoire, c'est confronter ces sources historiques, les analyser, les critiquer, les mettre en parallèle. Et que là,
c'est un travail qui est fait maintenant par les historiens, mais finalement depuis assez peu de temps, là aussi, et que de l'autre côté, l'archéologie a produit, parce qu'elle est devenue mature, on va dire, sa propre narration sur les sociétés amérindiennes des Antilles précoloniales, et que on ne peut pas utiliser les textes européens ou seulement de façon extrêmement marginale pour analyser les réalités antérieures à leur période d'écriture. Les textes européens, ils nous parlent de la situation de la vision des Européens sur la situation des Amérindiens au moment du contact, c'est-à-dire au XVIe et au XVIIe siècle, et sur l'impact de la colonisation européenne sur ces populations amérindiennes. C'est ça qu'on peut en tirer. C'est pas une réalité des sociétés amérindiennes avant l'arrivée de Christophe Colomb. Merci donc pour toutes ces précisions, mais est-ce que vous pourriez peut-être faire le point sur une question sémantique, notamment au niveau du vocabulaire utilisé pour désigner ces populations amérindiennes? On parle de Arawak, on parle de Caraïbes, on parle de culture saladoïde. C'est un peu compliqué pour nous de comprendre. Est-ce que vous pourriez nous faire le point, donc notamment pour nos auditeurs? Alors, il faut bien, je reviens sur ce que je disais à l'instant, il faut bien distinguer ce qui est la période avant l'arrivée des Européens, pour laquelle nous n'avons pas de texte, et donc pour laquelle la seule source historique dont nous disposons est l'archéologie. Et la période du contact, pour laquelle aujourd'hui nous avons la capacité de croiser les textes historiques, des données archéologiques. Nous avons fouillé ces dernières années des sites amérindiens des 10 Caraïbes, de la période de contact, mais aussi des données anthropologiques et linguistiques issues de l'analyse des textes historiques. Donc, pour la période précolombienne, depuis les années 60, les archéologues ont fait le choix de ne pas utiliser les termes issus de la colonisation. Pas pour des raisons politiques, mais parce que ces termes ne sont pas adaptés pour parler de réalités qui remontent, on l'a vu tout à l'heure, parfois plusieurs millénaires avant le moment du recueil de ces mots, ou du moins de la création de ces noms par les Européens. Deuxièmement, entre autres, à cause aussi de la légende noire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce mythe colonial des gentils Arawaks, des paisibles Arawaks et des méchants Caraïbes a été si largement diffusé dans les populations antillaises que transmettre au public des informations sur la période précolombienne en utilisant ces termes, c'est faire référence en permanence à ces clichés qui sont dans l'esprit des gens. Et si on veut avoir une vision plus neutre et plus détachée, plus conforme à la réalité des données archéologiques, il paraissait utile, pour des raisons de médiation éducative, d'abandonner l'usage de ces termes pour les périodes antérieures à la colonisation. Pour la période du contact colonial, pour laquelle ces termes ont une légitimité historique, il m'arrive de les utiliser moi-même dans mes travaux, il faut bien comprendre leur modalité de construction. Jamais aucun Amérindien dans les Antilles ou sur le continent ne s'est appelé Arawak ou Caraïbe. Ce sont des termes qui ont été forgés par les Européens sur l'espace antillais, même si ensuite ils les ont largement utilisés, les Espagnols, au cours de le développement de la colonisation du continent. Et ces termes ont servi de support à un processus qu'on peut caractériser d'ethnogénèse coloniale. C'est-à-dire sur la base de réalité, comme tout mythe, il y a un fondement. Et ce fondement, c'est que les sociétés amérindiennes des Petites Antilles, au moment du contact, sont des sociétés essentiellement égalitaires, et que les sociétés amérindiennes des Grandes Antilles sont des sociétés hiérarchisées. Et sur la base de ces différences, les Européens ont créé des catégories dans lesquelles ils ont rangé les Amérindiens. D'un côté, des Taino Arawak, et de l'autre côté, nos Caraïbes des Petites Antilles. Ces catégories ont deux défauts. Elles sont des constructions absolues du moment colonial, mais au-delà de ça, elles ont deux autres défauts. Le premier, c'est qu'elles donnent une vision très opposée de ces deux ensembles, et qui est totalement exagérée. Les travaux qui ont été faits depuis 30 ans par les historiens, les linguistes, les archéologues, les anthropologues sur la période de contact montrent qu'il n'y a pas d'opposition absolue entre Amérindiens des Grandes Antilles et Amérindiens des Petites Antilles. Bien au contraire, au moment de l'arrivée des Espagnols dans les Grandes Antilles, au début de la colonisation espagnole des Grandes Antilles, des Amérindiens des Grandes Antilles vont quitter les Grandes Antilles pour aller se réfugier dans les Petites Antilles.
chez leurs voisins et cousins. Il faut savoir qu'ils parlent quasiment la même langue. C'est des langues qui sont liées à la famille linguistique qu'on appelle le Maipuran aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait anciennement les langues arawak, et qui sont très proches. Il y a sans doute pas beaucoup plus de différences linguistiques entre la langue parlée par les Amérindiens des Petites Antilles et les Amérindiens des Grandes Antilles au moment du contact qu'il y en a entre le créole des Petites Antilles et le créole haïtien. C'est pas la même langue, il y a des vraies différences de grammaire, mais on est vraiment dans des familles proches. Le deuxième élément qui pose problème avec ce modèle de ces deux groupes créés par les Européens, c'est qu'en fait, ça masque la diversité interne des groupes. On n'est pas dans des États-nations. Et en fait, des Amérindiens de l'Est de Porto Rico au moment du contact, ne vivent pas exactement de la même façon que des Amérindiens qui, eux, sont à Cuba ou à la Jamaïque. Il y a des degrés de complexité sociale, il y a des degrés d'organisation politique qui vont être différents, même si on peut les regrouper dans un même vaste ensemble culturel. Donc, c'est le problème de ces termes. Sur le terme Caraïbes, il y a une histoire de la construction du terme. Je vous le disais tout à l'heure, le premier terme qui apparaît, c'est le terme de cannibales, qui à ce moment-là ne décrit pas à la fin du XVe siècle une pratique, mais qui décrit une population. Et en fait, c'est le terme qui sert à désigner la population qui va être ensuite utilisé pour désigner la pratique, le cannibalisme. Et ce terme va avoir des déclinaisons, ça va donner les Caraïbes, Caribes, Caribs en anglais, Caribe en espagnol. Le terme Caraïbes utilisé en français semble avoir une origine étymologique un peu différente. Il est un peu spécifique, mais s'inscrit dans le même cadre. Alors, ces termes-là se superposent avec les informations que nous avons, historiques, sur l'autodénomination des populations amérindiennes, comment les gens s'appelaient eux-mêmes. Alors, dans les Grandes Antilles, malheureusement, on a le nom de différents groupes régionaux, on n'a pas d'appellation globale pour les populations amérindiennes des Grandes Antilles, on ne sait même pas si on en existait. Le terme qui est souvent employé par les historiens, c'est le terme de Taïnos, mais qui en fait, Taïnos est une déformation du terme qui sert à désigner la noblesse. Je vous le disais, on est dans des sociétés hiérarchisées, il y a une aristocratie. Et en fait, quand les Européens sont arrivés, des gens sont venus à leur rencontre et les Espagnols leur ont demandé qui ils étaient. Et ils leur ont dit, nous sommes les Nitainos, nous sommes les Taïnos. Et c'était pas un terme qui désignait l'ensemble de la société, mais c'était un terme qui servait qu'à désigner l'aristocratie. On connaît les termes qui servent à désigner la population globale, Naborias, et puis les spécialistes, les prêtres, les chamans, les spécialistes du domaine religieux qu'on appelle des Beïgues. Dans les Petites Antilles, les sources du XVIe, XVIIe siècle nous donnent 3 termes employés par les Amérindiens pour se désigner eux-mêmes. Ces termes sont Kalinago, Kaliponan et Garifuna. Les linguistes qui ont travaillé sur la langue des Amérindiens des Petites Antilles, et entre autres Douglas Taylor, qui est un grand anthropologue et linguiste qui a vécu et travaillé très longtemps dans le territoire caraïbe de la Dominique, nous dit qu'en fait, c'est des variations du même terme, c'est différentes formes historiques de la même dénomination. Aujourd'hui, ce que l'on emploie le plus souvent, quand on veut utiliser une autodénomination amérindienne et pas utiliser les termes coloniaux, c'est le terme Kalinago pour les Petites Antilles, à la fois parce qu'il a une vraie légitimité historique, et aussi parce qu'en fait, c'est celui par lequel se reconnaissent les descendants contemporains de ces populations, justement les gens qui vivent dans le territoire caraïbe de la Dominique. Donc voilà un peu le point qu'on peut faire sur ces dénominations, à la fois la construction des appellations coloniales, qui sont vraiment il faut voir ça comme des étiquettes que vont coller les Européens sur les populations amérindiennes des Antilles, et puis les informations qu'on a sur le nom que se donnaient eux-mêmes les Amérindiens. Si je peux continuer une seconde sur ces étiquettes, elles vont servir le processus colonial, et on va changer les étiquettes sur les populations quand on en aura besoin. La logique de la colonisation espagnole, c'est quoi? C'est garder sur place de la main-d'œuvre indigène dans les territoires qu'on va vouloir développer,
Donc, partout où il y a des colonisations espagnoles, où il y a des colonies espagnoles et un intérêt, ou des richesses et un intérêt à avoir de la main-d'œuvre pour exploiter ces richesses, on va dire qu'on a affaire à des Arawaks, des Indiens pacifiques. Et quand on n'a pas d'intérêt, qu'on considère qu'on est sur des territoires inutiles, dans le cadre du processus colonial, on va autoriser à faire des raids sur ces populations, on va les déclarer Caraïbes, et la couronne d'Espagne va dire ces populations qui ne veulent pas entendre la religion catholique, qui ne veulent pas recevoir comme il faut nos capitaines et qui sont anthropophages, on est autorisé à les réduire en esclavage. Et donc à les déporter depuis ces territoires inutiles pour les amener dans les territoires utiles pour les faire travailler. Sauf que les historiens, et entre autres des historiens portoricains, ont montré au cours des dernières années comment certains territoires ont changé de statut au gré de l'évolution des intérêts de la colonisation espagnole. Certaines îles qui étaient considérées comme inutiles, par exemple les îles perlières du sud des Antilles, Coche, Cubagua, Margarita, sont considérées d'abord comme des îles peuplées par de terribles guerriers anthropophages caraïbes. On découvre la ressource perlière, on a besoin de gens pour plonger sur les perles, on va d'un seul coup les décréter Arawak, et donc on ne donnera plus le droit d'en extraire la population amérindienne et on va la conserver sur place. Et ce phénomène se répète à plusieurs moments et à plusieurs endroits dans l'histoire. Et on voit bien comment il y a à la fois des étiquettes qui sont créées à partir en partie d'une réalité anthropologique sur la différence entre Amérindiens des Petites Antilles et Amérindiens des Grandes Antilles, mais comment il y a un jeu cynique d'utilisation de ces étiquettes ensuite dans le cadre du processus colonial. À tel point qu'il y a des lobbies qui vont s'opposer entre des lobbies de colons et de planteurs, et de l'autre côté des lobbies indigénistes, avec entre autres le plus célèbre d'entre eux qui est le père Las Casas, qui lui va plaider pour que on déporte pas les Indiens et qu'on les réduise pas en esclavage, pour qu'on classe les îles finalement Arawak, alors que de l'autre côté, les colons, les planteurs vont plaider pour qu'on classe des îles Caraïbes afin de pouvoir en extraire de la main-d'œuvre. Bien, c'était assez passionnant comme mise au point. Je pense que ça a éclairci beaucoup de choses, enfin, nous l'espérons. Vous avez parlé des sources archéologiques pour retracer cette histoire du peuplement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quelles sources vous appuyez pour justement faire cette histoire du peuplement? Alors, l'archéologie, elle, prend en compte l'occupation amérindienne des Antilles dans la longue durée, dans le temps long. C'est 7 millénaires, finalement, d'occupation amérindienne des Antilles qui sont abordés au travers de l'archéologie. Elle ne reconnaît pas, je dirais, entre guillemets, la rupture coloniale. Nous faisons l'archéologie tant des millénaires d'occupation amérindienne précolombiens que de sites amérindiens liés à la période de contact. L'archéologie, elle est pluridisciplinaire en son sein, c'est-à-dire que on va étudier une immense diversité de vestiges ou de restes matériels qu'on peut regrouper en différentes grandes familles. Le champ de l'archéologie le plus classique, celui qui est le plus médiatisé, le plus connu, c'est tout ce qu'on appelle l'étude de la culture matérielle. Donc ça va être l'analyse des vestiges archéologiques qu'on retrouve autour des fouilles, des objets alors pour nos populations amérindiennes, des objets en pierre taillée, des objets fabriqués en coquillage, de la céramique, des restes de leur habitat, etc., etc. À côté de cela, il y a un ensemble de disciplines qu'on va appeler paléo-environnementales et qui vont avoir pour vocation de reconstruire à la fois l'environnement dans lequel ont vécu les populations amérindiennes au fil du temps, au cours des 7000 ans d'occupation amérindienne des Antilles, la végétation, le climat, les espèces animales, les peuplements animaux n'ont pas été stables, ils ont évolué. Le niveau des mers a changé, par exemple, les traits de côte. Donc, il y a tout un travail qui est fait dans ce domaine-là. Et au-delà de ça, à mi-chemin entre ce que je vous parlais tout à l'heure sur l'étude de la culture matérielle et ces questions purement paléo-environnementales, il y a tout un tas de sciences qui travaillent sur la relation entre les sociétés amérindiennes et leur environnement, ce qui est un peu différent que juste la recréation de l'environnement. Ça va être les gens qui vont travailler sur la base des restes alimentaires, alors entre autres tout ce qui est les restes de vertébrés, les ossements d'animaux, tout ce qui va être restes de coquillages,
et donc qui vont permettre d'avoir des discussions sur à la fois l'alimentation des populations, mais aussi la gestion de leur rapport de ces ressources, leurs techniques de pêche, leur territoire de collecte, etc., etc. Ça va être aussi tout ce qui va relever de ce qu'on appelle la paléo-ethnobotanique, c'est-à-dire l'exploitation des ressources végétales par les sociétés amérindiennes, que ce soit dans le cadre de pratiques de collecte. Par exemple, quand ils vont aller chercher du bois pour faire du feu, on peut, nous, récupérer les charbons et identifier quelles espèces de bois ont été brûlés. Ça nous donne des informations sur la forêt qui était autour, mais ça nous donne aussi des informations sur les stratégies d'approvisionnement en bois des populations amérindiennes. Ça va être tout ce qui va relever aussi du développement des débuts de l'agriculture, de la domestication des plantes, de l'introduction des plantes, comme on aurait pu parler de l'introduction des animaux pour tout ce qui était les approches liées à la faune. Donc il y a cet autre champ qui est extrêmement important. Alors ces approches liées à la botanique, elles se font à partir de l'étude des charbons archéologiques, à partir des pollens. Alors c'est des choses microscopiques, d'autres choses qu'on appelle des phytolithes par exemple, qui sont des restes laissés par les plantes qui vont se conserver très longtemps. Et puis il y a tout un champ de l'archéologie aujourd'hui qu'on appelle globalement les archéosciences, qui sont plutôt des analyses qui là se font pas forcément en lien directement avec le terrain, mais c'est des prélèvements qu'on va faire sur le terrain et qui vont faire l'objet d'analyses spécifiques en laboratoire. Alors ça va être toutes les analyses sur les matériaux. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait soutenir, il y a eu du moins une soutenance de thèse à Bordeaux d'un étudiant qui a travaillé sur les matières premières utilisées par les Amérindiens pour réaliser les perles en pierre. Et donc, il y a tout un travail avec des machineries complexes, des appareils de laboratoire assez complexes pour identifier au niveau minéralogique la nature de ces roches, essayer d'identifier les zones dont elles proviennent, etc., etc. Ça va être aussi tout le travail sur la datation en archéologie, qui relève de ce champ des archéosciences, qu'on va faire alors très largement par le carbone 14, qui est la méthode la plus connue du grand public, mais des fois aussi à travers d'autres méthodes. Ça va être tout ce qui va être des études d'ordre isotopique, les résultats dont je vous parlais tout à l'heure, où on est capable de savoir où les gens ont grandi et de savoir s'ils sont morts à l'endroit où ils ont grandi. C'est des analyses sur des isotopes contenus dans les eaux, qui sont faites là aussi. Ça va être tout ce qui est le nouveau champ des études paléogénétiques, qui depuis quelques années fait partie des grandes nouveautés dans le champ de l'archéologie de la Caraïbe. Pendant longtemps, la discipline était en construction. Aujourd'hui, la paléogénétique est une discipline réellement mature qui produit sa propre narration. C'est-à-dire, à un moment, il a fallu valider les données et donc il s'appuyait sur les résultats des archéologues pour analyser leurs résultats à eux et montrer que leurs résultats étaient conformes à ce qui était montré par d'autres disciplines. Aujourd'hui, ils sont suffisamment matures et avancés pour produire leur propre récit, qui vient se croiser avec celui qu'on a par l'étude de la culture matérielle ou par d'autres recours. Donc l'archéologie, les sources archéologiques, elles sont extrêmement diverses et le champ de l'archéologie, il est extrêmement large. Et aujourd'hui, un projet archéologique, c'est forcément un projet pluridisciplinaire qui va regrouper des spécialistes rattachés aux différents domaines que je viens de vous présenter. Actuellement, je suis en train d'achever un projet sur 5 ans sur justement les premières occupations agricoles de la Martinique. On est un groupe d'une 20aine de chercheurs et d'étudiants rattachés à 13 laboratoires ou centres universitaires différents. Et on a besoin de cette diversité pour être capable de reconstruire une vision complexe, mais sans doute plus juste de la réalité des cultures amérindiennes des Petites Antilles. Alors, c'est les mêmes outils qu'on va appliquer aussi pour l'étude des sites de la période de contact. Et aujourd'hui, il y a peut-être une petite décennie, j'ai dû commettre un article qui s'appelait « À la recherche des Caraïbes archéologiques ». Parce que on ne savait pas véritablement quelle était la matérialisation en termes de culture archéologique des populations qui nous étaient décrites par les chroniqueurs européens. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué et mes collègues hollandais ou d'autres universités ont fouillé des sites qui sont datés entre 1500 et 1620, qui sont datés de la période de contact, qui sont des villages amérindiens, par exemple à Saint-Vincent, où on va retrouver des perles européennes en verre de Venise,
où on va retrouver de la céramique espagnole du XVIe siècle. Et c'est aujourd'hui, on sait quelle est la culture matérielle. On a une réponse archéologique à la question de quelle était la vie des populations amérindiennes dans les petites Antilles au moment du contact avec les Européens. L'histoire des Amérindiens, comme vous venez de nous le dire avant l'arrivée des Européens, est mal connue, mais elle l'est beaucoup mieux depuis le XVIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous la décrire dans ses grands traits? Alors, effectivement, je ne sais pas si elle est mal connue avant l'arrivée des Européens. Elle est connue avec des sources différentes. Et effectivement, à partir du XVIe siècle, on bénéficie d'un grand avantage qui est la source écrite. Cependant, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette source écrite, elle pose de gros problèmes d'analyse et d'interprétation. Et donc, le travail sur la source écrite est vraiment aujourd'hui un travail qui demande une vraie compétence historienne extrêmement poussée. Il y a une thèse qui s'est soutenue par Benoît Roux il y a quelques années en France sur cette question-là. C'est vraiment une affaire de spécialistes. Mais effectivement, on a en termes d'histoire événementielle, sans doute on a plus de précision, déjà parce que les sources historiques nous donnent des dates précises, alors que l'archéologie entretient un certain flou à ce niveau-là. On peut diviser l'histoire amérindienne post-contact dans les petites Antilles en différentes phases. La première phase, elle est, on va dire, précoloniale pour l'espace des petites Antilles. C'est toute la période entre l'arrivée de Christophe Colomb, en octobre 1492, et le début de la colonisation européenne des petites Antilles, à Saint-Christophe, puis à la Barbade, dans les années 1625-1626. On est à ce moment-là dans un temps où les populations amérindiennes restent maîtresses, entre guillemets, de leurs territoires ancestraux dans les petites Antilles, hein, et même très largement des forces redoutées et redoutables dans l'espace antillais. Hein. Nos Amérindiens des petites Antilles, nos Kalinago, vont régulièrement chaque année aller faire des attaques sur les possessions espagnoles de Puerto Rico, hein. Dans un premier temps pour leur intérêt propre, et puis petit à petit, entre autres vers le début du XVIIe siècle, parce que se met en place dans l'espace antillais un système plus vaste qui commence à s'orienter sur l'Atlantique, hein, avec des marchands hollandais, des corsaires français, anglais. Ils vont, au cours de ces opérations, récupérer des biens qui sont négociables dans ce marché global, hein, et donc qui sont un des acteurs aussi, hein, de tout ce qui est commerce interlope, contrebande, à l'échelle de l'archipel antillais, et plus largement, depuis l'archipel antillais vers ce marché atlantique naissant. Alors, c'est un premier moment. C'est pas parce qu'on a des textes de ce premier moment qu'il faut croire qu'ils peuvent nous raconter, qu'ils nous donnent une image de la réalité des Amérindiens avant l'arrivée des Européens. Il faut bien comprendre que le premier contact avec les Européens et toute cette première phase, hein, pour les Amérindiens des Petites Antilles, c'est déjà un choc et une évolution considérable. D'abord, il y a le choc épidémiologique. Les Européens arrivent avec des maladies pour lesquelles les Amérindiens n'ont pas de défense immunitaire. Et donc, il va y avoir une quantité de morts extrêmement significative. Il y a des débats entre les historiens, mais sur l'échelle du continent américain, les gens débattent sur des échelles qui sont de l'ordre de 30 à 80% de la population totale du continent américain qui aurait été décimée. Alors le terme sous-évalue la réalité des choses, du fait du choc épidémiologique. Le deuxième élément, c'est que l'arrivée des Européens, c'est l'arrivée de nouveaux objets. Et je vous le disais à l'instant, dans les sites amérindiens de la période de cette période-là, datant de cette période-là, dans les années 1500-1620, qu'on a pu fouiller ces dernières années, on va retrouver des perles en verre, on va retrouver des objets en métal. C'est cette arrivée dans l'espace amérindien des Antilles d'objets et de nouvelles matières premières venues d'Europe, c'est une déstructuration complète de tout un tas de systèmes de production et d'économie traditionnelle de ces populations amérindiennes autour de la production d'objets en pierre, d'éléments de parure en pierre, et donc ça redonne là aussi, redistribue totalement les cartes et modifie des équilibres sans doute dans ces sociétés. Et puis en fait, enfin on l'a vu, hein,
durant toute cette période antérieure à la colonisation amérindienne des Petites Antilles, ces populations vont subir des raids esclavagistes des Espagnols qui vont venir les attaquer dans les îles et les capturer pour aller les faire travailler sur le continent ou dans les Grandes Antilles au bénéfice de la colonisation espagnole. Donc même dans cette période antérieure à la colonisation, et on a des très belles sources, on peut penser au manuscrit anonyme de la bibliothèque de Carpentras, publié par Jean-Pierre Moreau, on a des jolies sources anglaises aussi très précoces sur les Antilles. Les sociétés amérindiennes qui sont décrites sont déjà des sociétés qui ont été modifiées, déstructurées de façon fondamentale par la réalité du début de la présence européenne dans les Antilles. La deuxième phase, c'est celle qui va aller sans doute des débuts de la colonisation, on va dire des Petites Antilles, on va dire 1625, jusque dans les années 1660. C'est une phase qui est marquée de façon générale et peut-être encore de façon encore plus marquée du côté français par une période de cohabitation dans les mêmes îles entre les colons européens et les Kalinago. Alors, c'est quelque chose qui va toujours mal finir. La première des colonies européennes des Petites Antilles, c'est Saint-Christophe. La colonisation franco-anglaise de Saint-Christophe commence en 1625. La présence amérindienne s'arrête en 1627. Les Français et les Anglais se mettent d'accord pour éliminer les Amérindiens de Saint-Christophe, avec lesquels pourtant ils avaient un accord pour les accueillir, avec le chef Tègrement. Et il va y avoir un massacre dans un endroit qui est connu historiquement et dont le nom aujourd'hui est Bloody River, la rivière sanglante à Saint-Christophe. Alors, dans certaines îles, la cohabitation va durer plus longtemps. Alors, on sait que le début de la colonisation française de la Guadeloupe va pas forcément bien se passer, alors à la fois entre les colons, mais aussi entre les colons et les Amérindiens. Belin d'Astambuc en Martinique, ayant déjà l'expérience de Saint-Christophe, va un peu mieux négocier les choses, mais finalement, dans la décennie des années 1650, vers la fin des années 1650, on rentre véritablement dans une phase de guerre caraïbe dans les Petites Antilles, et que ce soit les Anglais ou les Français, ils se trouvent confrontés à cette situation. Ça va aboutir à la signature du traité de Basse-Terre en 1660. C'est un traité qui est signé par les Anglais, les Français et les Kalinago, qui vont apparaître pour la première fois dans un traité international. Malheureusement, c'est un traité qui reconnaît, ou ils reconnaissent la perte de pouvoir sur la quasi-totalité de leurs territoires ancestraux, à l'exception de 2 îles, la Dominique et Saint-Vincent, qui sont déclarées îles neutres, et d'une réserve dans le nord de la grande terre de Guadeloupe, dans la zone de l'Anse-Bertrand. Ça marque la fin de cette deuxième phase. Alors, ces conflits de la fin des années 1650 et la fin de cette deuxième phase, c'est lié à un changement dans la nature même de la colonisation européenne des Petites Antilles. C'est l'arrivée du sucre et du développement de l'exploitation sucrière qui nécessite terre et une large main-d'œuvre servile qui va, même s'il y avait des esclaves dans les Antilles dès le tout début du XVIIe siècle et même peut-être dans les Grandes Antilles dès les dernières années du XVIe, qui va nécessiter un apport massif de main-d'œuvre depuis l'Afrique et qui va véritablement lancer sur des bases jamais connues jusqu'alors la traite négrière transatlantique. Donc ça marque cette deuxième. Et on rentre dans une nouvelle période qui va être une cohabitation entre des îles colonisées par les Européens et cette période des îles neutres de Saint-Vincent et de la Dominique qui va s'achever dans le dernier quart du XVIIIe siècle, donc c'est très tardif. La colonisation de ces 2 îles par les Européens se fait avec un fort décalage chronologique. Et là, c'est dans ces dernières années du XVIIIe siècle s'achève véritablement le pouvoir des Amérindiens des Petites Antilles sur une quelconque île des Petites Antilles. Ne va plus résister, ce qui résiste jusqu'à aujourd'hui, à savoir d'abord la réserve caraïbe, puis le territoire caraïbe de la Dominique. Donc voilà, si on doit faire une périodisation, un phasage de l'histoire amérindienne des Petites Antilles, on peut sans doute utiliser celui-là. C'est vraiment une période historique extrêmement riche, extrêmement féconde et qui depuis quelques années maintenant fait l'objet d'une patrimonialisation. On entend même parler de nos ancêtres, les Kalinago. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sous quelle forme cette patrimonialisation se déroule et quels sont les enjeux surtout de cette patrimonialisation aujourd'hui?
Alors, on vient de le voir, hein. En fait, la permanence des sociétés amérindiennes dans les Antilles ne s'est jamais interrompue, hein. Et donc, de fait, ces sociétés ont participé tout à fait à la construction de l'identité des cultures créoles contemporaines des Petites Antilles. Et elles sont un des éléments de ces cultures créoles. C'était une réalité qui, pendant très longtemps, a été masquée. Parce que la construction du discours identitaire dans les Antilles n'ouvrait pas d'espace pour la reconnaissance de ces héritages amérindiens. Alors, je vais pas les lister là, hein, ils sont très nombreux, linguistiques, architectural, agricole, maritime, etc., etc. Au-delà, il n'y avait pas d'espace pour leur reconnaissance. C'était des héritages qui étaient un peu invisibles. Parce que d'abord, les Antilles, dans le cadre colonial, ont vécu sur un modèle d'une histoire importée d'Europe, hein. Qu'ensuite, avec le réveil des Amériques noires dans les années 60, les Antilles se sont tournées vers le continent africain et que là non plus, il n'y avait pas tellement de place laissée à la reconnaissance d'héritage amérindien. Et il faut attendre les années 80 et les années 90 avec le développement de discours sur des identités autour des notions d'antillanité, de créolité, pour que les processus historiques de façon globale qui se sont déroulés dans les Antilles retrouvent une place, qu'on soit plus sur des identités importées, mais sur des identités auto-centrées sur l'espace antillais, et là, s'ouvrait une porte pour la reconnaissance de ces héritages amérindiens, comme des héritages indiens liés à l'arrivée des populations engagées au XIXe siècle, et qui ont aussi bénéficié de ce même mouvement historique en termes de construction identitaire dans les Antilles. C'est à partir de ce moment-là, alors il y avait eu des étapes précoces, hein, de reconnaissance d'héritage amérindien, mais on va sans doute rentrer à partir de ces années 90 dans quelque chose qui relève véritablement d'un processus d'appropriation intime, de patrimonialisation intime de ces héritages. Alors, il y a des mécanismes de patrimonialisation qui sont extrêmement variés, hein. Ça va être la reconnaissance d'un patrimoine archéologique, ça va être la création des premiers musées d'archéologie précolombienne et des premières expositions. Pour les premières expositions, ça nous ramène dans les années 1930. Pour les premiers musées véritablement consacrés à ça, plutôt dans les années 1970. Donc, il y a différentes étapes, mais on restait dans quelque chose qui était lié à des formes de patrimonialisation assez formelles. Et ce qu'on a vu se développer, et on a analysé ce processus-là, hein, à partir des années 90, c'est justement une mécanique plus intime de patrimonialisation de ces héritages amérindiens, ce que vous avez évoqué en disant, voilà, des fois, il y a des gens aujourd'hui dans les Antilles qui disent nos ancêtres les Kalinago. Et donc, c'est bien la marque, hein, de cette appropriation intime de ces héritages. Alors, les formes de cette patrimonialisation, elles sont extrêmement variées. Alors, sans doute une des plus visibles, c'est l'invasion de l'espace public par ces héritages amérindiens, hein. Moi, je suis enseignant à l'université à Schœlcher, hein. La commune de Schœlcher est constellée d'œuvres d'art faisant référence à son passé amérindien et aux héritages amérindiens. Certaines anciennes, hein, comme la fresque réalisée par Victor Anissé en céramique sur une des places à l'entrée du bourg. Certaines plus récentes liées à des projets de la commune, hein, et il n'est pas inintéressant de voir que la commune a fait commande aux artistes, hein, autour de cette thématique du patrimoine amérindien. Ça en est un exemple, il y en a plein d'autres, hein. Ça a permis de revisibiliser dans l'espace public ces héritages amérindiens. Alors ils y étaient présents avant déjà, mais souvent de façon invisible, c'est-à-dire les gens ne les repéraient pas, hein. Qui sait que le Cap Salomon fait référence au premier habitant dont on connaisse le nom en Martinique, hein, le capitaine Salomon, qui est un capitaine Kalinago, qui nous est décrit dans le manuscrit anonyme de Carpentras dans les années 1719. Et voilà, notre paysage est encore marqué, hein, par ce patrimoine. Alors, les enjeux de cette patrimonialisation, hein, ils s'inscrivent dans des enjeux qui sont des enjeux de construction identitaire et de construction sociale dans l'espace antillais, hein, et de tensions qui existent depuis des siècles, hein, entre des conceptions essentialistes racialisées de ce que doit être l'identité des sociétés antillaises, où le caractère phénotypique
impliquerait le rattachement à un élément spécifique, une composante spécifique du patrimoine, et des conceptions plus existentialistes où finalement, peu importe la catégorie raciale à laquelle vous appartenez, l'ensemble des héritages culturels qui fondent ce qu'on a appelé justement cette créolité, vous êtes légitime à vous en réclamer. Hein. À un moment, peu importe si les héritages génétiques amérindiens sont extrêmement faibles, dans les sociétés, dans un grand nombre de sociétés antillaises des petites Antilles, la culture est là, et le patrimoine et la culture, ça se transmet pas par le sang, hein, ça se transmet par l'éducation. Donc c'est aussi ces enjeux et ces tensions-là dont témoigne l'histoire du processus de patrimonialisation des héritages amérindiens dans les Antilles. Alors après, dans l'espace public, des fois, ce patrimoine s'incarne à des moments particuliers. Et cette histoire amérindienne, elle va réapparaître à des moments parfois surprenants. En Martinique, un des lieux qui, dans l'esprit du public, est étroitement rattaché aux héritages amérindiens, c'est le lieu qu'on appelle le Tombeau des Caraïbes, à la limite entre les communes de Saint-Pierre et du Prêcheur, et où on nous dit que c'est le lieu où les derniers Amérindiens auraient, plutôt que de se laisser coloniser, auraient mis fin à leur vie, se seraient suicidés en se jetant d'une falaise, et en disant que la montagne de feu les vengerait, et que le volcan les vengerait de la colonisation européenne. Alors, c'est intéressant, hein, parce que il n'y a pas de réalité historique, en tout cas, on n'a jamais trouvé ni de réalité archéologique. Il y a eu des fouilles qui ont été faites dans les années 80 à cet endroit-là. Rien n'a été trouvé. Il n'y a pas de source historique qui témoigne de cet événement-là. Et là, on est dans un mécanisme de construction d'une mémoire commune, collective, partagée par la population, qui se fait autour de deux éléments. Le premier élément, c'est une réalité historique qui remonte au XVIIe siècle et qui est liée à la colonisation européenne, non pas de la Martinique, mais de la Grenade, où, alors que les Français, partant de la Martinique, vont aller coloniser la Grenade, hein, ils vont débarquer au milieu de la côte caraïbe de la Grenade, puis remonter vers le nord, et arriver vers le nord, l'extrémité nord de la côte caraïbe de la Grenade. Ils arrivent au moment où il y a une grande fête où tous les Kalinagos de la Grenade sont réunis. Il y a une grande fête de boissons, hein, qui est une des grandes pratiques sociales et symboliques de ces populations. Et là, il y a une vraie résistance des Amérindiens. Il va y avoir un combat. Et certains des chefs amérindiens vont préférer se jeter de la falaise. Hein, c'est ce que nous disent les chroniques historiques. Et le lieu, on va garder la mémoire, hein, c'est un lieu qu'on appelle Sauteur à la Grenade, hein, faisant référence au sceau de ces Amérindiens. Et puis le deuxième bout d'histoire qui est venu coaguler avec ce premier bout autour du Tombeau des Caraïbes, c'est un des récits qui permet d'expliquer l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, la population de Saint-Pierre et les gens qui vont venir réoccuper la zone impactée par le volcan a besoin d'avoir des explications, une explication à cette éruption volcanique, et aussi une explication qui permette d'amoindrir sans doute dans le futur le risque volcanique. Et il y a trois types de récits qui vont se construire à ce moment-là. Un premier qui se veut scientifique, qui est volcanologique, et qui est l'éruption de la montagne Pelée fonde la naissance, hein, un des actes de naissance de la volcanologie moderne. Et donc, il y a tout un travail qui est fait et qui va offrir un cadre explicatif à l'événement qu'a pu représenter l'éruption de la montagne Pelée. Le deuxième, c'est un certain nombre de récits qui vont se construire autour de la réputation de Saint-Pierre comme ville de petite vertu, que ce soit autour de l'activité du clergé ou du caractère particulièrement grossier et irrespectueux du carnaval. Et donc que ce serait une sorte de châtiment divin à l'image de Sodome et Gomorrhe qui aurait été la cause de la destruction de la ville. Et que donc, si la population ça s'agissait, normalement, elle devrait être protégée à l'avenir de futurs cratères du volcan. La troisième explication, c'est celle qui nous intéresse le plus, est liée à une mémoire des Amérindiens
et où on va raconter le fait qu'en fait, c'est la conséquence de la malédiction jetée par les Amérindiens Kalinago au moment de la colonisation européenne, hein. C'est la montagne de feu, l'idée que la montagne de feu nous vengera. Et donc, c'est le mélange entre cette histoire issue de la colonisation de la Grenade et ces récits explicatifs de l'éruption de la montagne Pelée de 1902 qui est à l'origine de l'appropriation qu'il y a autour du lieu dit du tombeau des Caraïbes. Eh bien, vraiment, votre intervention a été d'une grande richesse parce que vous avez démêlé de nombreux écheveaux, notamment concernant l'histoire du peuplement, comment on a pu écrire cette histoire, les lacunes qui peuvent encore rester, les interrogations, les hypothèses. Vous avez aussi montré vous avez expliqué l'histoire des Kalinago, donc depuis le contact, et puis comment la mémoire se construit autour de ces Kalinago, la patrimonialisation. Je pense qu'il est le moment, malheureusement, de nous quitter parce que c'était vraiment passionnant. Mais avant ça, nous voudrions savoir quels sont vos axes de recherche actuellement. Alors, actuellement, mes recherches s'organisent en différents axes. Je suis en train d'achever en cette année 2023 donc un programme de recherche qui s'est étendu sur 5 années et qui concerne l'occupation, donc le début de l'arrivée de la deuxième migration qu'on a évoquée, hein, ce que nous appelons la période céramique ancienne, liée à l'arrivée de ces groupes saladoïdes dans l'archipel antillais. Donc là, c'est un programme donc pluridisciplinaire hein, qui s'est duré sur 5 ans et qui s'est axé sur une approche micro-régionale de ces occupations dans le nord Atlantique de la Martinique. Et on travaille dans ce cadre-là sur plein de thématiques, entre autres sur la thématique homme volcan. Hein. Mais là, pour les périodes précolombiennes, les Amérindiens, eux aussi, ont connu des éruptions volcaniques. Après, je travaille toujours sur des questions de navigation et l'évaluation et la modélisation des capacités de navigation des populations précolombiennes dans les Antilles. Ça, vous imaginez bien que c'est un enjeu important. On est dans un espace plus maritime que terrestre et on étudie des populations qui elles-mêmes sont sans doute plus maritimes que terrestres. Donc notre capacité à reconstituer et à comprendre les possibilités de navigation et de circulation dans l'archipel antillais de ces populations est un enjeu scientifique important. Et puis enfin, je travaille aussi, on a monté un programme sur les questions d'analyse paléogénétique hein, que j'évoquais tout à l'heure. Actuellement, c'est un programme qui est en cours. On devrait avoir les premiers résultats d'ici quelques mois. On a pu prélever des échantillons sur une trentaine de squelettes précolombiens de Martinique qui vont être comparés avec plus de 200 prélevés à l'échelle de l'archipel antillais. Hein. Et par ces études ADN et des études isotopiques, on va pouvoir avancer sur les questions de migration, de type de population qui arrive dans l'archipel antillais, quand, selon quelle route, depuis quelle origine continentale. Mais aussi, sans doute, on est en train de construire les premières de parenté de ces populations amérindiennes sur la base de l'analyse des restes génétiques. Donc c'est essentiellement autour de ces questions-là que s'articulent mes recherches actuellement. Eh bien, merci beaucoup pour merci à vous. Votre riche intervention. Chers auditeurs d'Oliron la Caraïbe, nous vous disons à bientôt pour le podcast du mois prochain. C'était le podcast d'Oliron la Caraïbe. Oliron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à écouter, à regarder et à lire.